Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Voici le sommaire, l'invité de Smart Impact, c'est Marie Combarieux, la fondatrice d'EcoDrop, solution de collecte de déchets pour les chantiers des professionnels et des particuliers. Notre débat portera sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. On verra notamment si l'index que les entreprises de plus de 50 salariés doivent rendre public a vraiment changer la donne. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Anissa Malaguen qui vient de remporter le titre de Miss Écologie. Ça peut sembler surprenant avec un projet de revalorisation, de valorisation du plastique végétal et biodégradable sur l'île de la Réunion. C'est un concours organisé par l'ONU. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Marie Combarieux, bienvenue. Vous êtes Thomas. Donc la fondatrice d'EcoDrop. Votre métier, c'est la collecte, la valorisation des déchets ? Surtout la collecte. En fait, ce qu'on propose, c'est des solutions de gestion de déchets aux professionnels du bâtiment, donc pour leurs déchets de chantier. On a positionné EcoDrop à l'intermédiaire entre les producteurs de déchets, qui sont ces professionnels du bâtiment, et les gestionnaires de déchets, qui sont donc soit des déchetteries professionnelles, soit des recycleurs. Et on y a apporté une brique servicielle et logistique pour apporter l'exhaustivité des services dont ont besoin les artisans du bâtiment pour gérer leurs déchets. Donc ça va depuis la possibilité d'aller déposer les déchets en déchetterie professionnelle à proximité de leur chantier, où on vient chercher les déchets sur leur chantier, donc avec des camionnettes dans les 2 heures, des big bags, des bennes. On peut aller chercher de la terre, petit, gros volume, où on accompagne aussi les gros chantiers à trier leurs déchets sur chantier et orienter ces déchets directement vers les filières de recyclage. Donc il y a quand même cette orientation vers le recyclage. Un particulier peut faire appel à vous ? Tout à fait. Oui. Sous quelle forme en fait ? Il y a une plateforme, il y a une... Alors on a une web application Ouais. qui est accessible sur ecodrop.net et donc le client peut trouver les déchetteries où il va aller déposer ses déchets, ou alors il va commander une collecte en ligne. On lui présente un devis immédiatement. On a un algorithme qui calcule exactement la bonne réponse aux besoins avec un prix. Il confirme sa commande et on vient chercher les déchets. Alors, les particuliers ne peuvent pas avoir accès, eux, aux déchetteries professionnelles, mais ils peuvent avoir accès à la collecte. Ce qui est assez étonnant dans notre milieu, c'est que, en fait, l'accès aux services par les clients se fait soit par le net, mais aussi beaucoup en offline. On est encore dans un milieu traditionnel, donc on répond aussi au téléphone. Enfin, on a une fluidité et des parcours multiples qui vont tous vers notre plateforme opérationnelle de gestion des commandes. Alors, quelques chiffres sur EcoDrop. 20 salariés, plus de 3500 clients, 90 000 tonnes de déchets traités en 2020. D'ailleurs, c'est un marché de combien de tonnes par an, ce marché des déchets de professionnels ou des déchets de l'artisanat ? Alors, les déchets du BTP, c'est 286 millions de tonnes. C'est le premier secteur générateur de déchets en France. Pour ce qui est du bâtiment uniquement, c'est 40 millions de tonnes. Donc, c'est considérable. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les 10 millions de tonnes qui sont des déchets qui s'appellent non dangereux, non inertes, qui sont des déchets tout à fait recyclables et qui sont générés par... 500 000 artisans, donc c'est des cibles très diffuses qui génèrent individuellement peu de déchets, mais quand on les met ensemble, ça fait beaucoup. Et c'est pour ça que le digital rentre dans un intérêt important pour aller chercher ces cibles diffuses et les orienter vers les bonnes filières. Donc c'est un sacré marché potentiel de croissance pour EcoDrop. Sur un gros chantier, vous commencez par quoi ? Par faire le tri ? Il y a vraiment une logique de tri ? Alors, effectivement, vous faites bien de poser la question. Entre petit chantier et gros chantier, c'est pas vraiment la même chose. Sur un petit chantier de rénovation de votre salle de bain, les artisans ont un peu de mal à trier parce qu'il n'y a pas la place, il n'y a pas vraiment l'espace. On y viendra parce qu'il y aura des incitations financières importantes. La réglementation est en train de changer. Sur les gros chantiers, les choses sont en train de s'organiser. Nous, on ne fait pas le tri, mais on accompagne les maîtres d'œuvre pour qu'ils fassent le tri. C'est assez simple. On explique que le plâtre doit aller là, la ferraille doit aller là, l'emballage. Voilà, c'est des bacs qui doivent être organisés de telle manière
Surtout, ce qui est intéressant, c'est organiser les flux et ce qu'on fait pour aller dans la bonne filière. Alors, soit le recycleur est suffisamment proche et on va amener les déchets directement chez le recycleur, soit il est trop loin et on va passer par des étapes de massification par ces déchetteries professionnelles dont on parlait. Ouais. Est-ce qu'il y a certaines filières, pour certains matériaux, filières de valorisation, là je parle, qui ont encore besoin de se structurer, qui sont un peu au balbutiement, ou alors vous trouvez toujours un destinataire, quels que soient les matériaux? Déchets inertes, globalement, la terre, le béton, etc., extrêmement bien valorisés. La filière est en marche, ça s'organise très bien, ça devient la sous-couche routière, ça redevient du béton, ça se passe très bien. Le gros enjeu, il est sur tout ce qui est non dangereux, non inerte, le plâtre, le plastique, le bois. Tous ces matériaux-là qui sont énormément utilisés dans les métiers du second œuvre, qui sont tous 100% recyclables, et malheureusement, qui ne le sont qu'à hauteur de 40%, on pense, alors qu'il faudrait qu'ils soient au moins à 70%, voire plus. Et ça, c'est un enjeu de filière. C'est-à-dire que c'est un enjeu de les emmener au bon endroit et les unités de recyclage ne sont pas très bien réparties sur le territoire, donc il faut organiser ces flux, en fait. Donc, elles sont, ce que je disais, elles sont en cours de structuration, certaines de ces filières, Exactement. si je comprends bien. Votre action, elle permet aussi de lutter contre les décharges sauvages. Alors, par définition, une décharge sauvage, c'est peut-être difficile à comptabiliser, mais est-ce qu'on a une notion de ce que ça représente? Est-ce qu'il en existe beaucoup en France? Certains professionnels du secteur estiment qu'il y a 50 millions de tonnes de décharges sauvages qui sont en gisement sur le territoire, donc dans nos forêts, près de nos routes. Oui, au bord d'une route un peu isolée, etc. Alors, c'est un coût pour la collectivité, bien sûr, parce qu'après, il va falloir aller quand même nettoyer. C'est une pollution des sols, c'est une pollution visuelle, et c'est autant d'occasions de recyclage qui ne sont pas mises en œuvre. Et donc, c'est pour ça et alors, les artisans, souvent, se retrouvent dans cette situation à mettre leurs déchets en décharge sauvage sans forcément le savoir, parce qu'ils passent par des acteurs qui sont peu scrupuleux et en fait, qui vont les mettre dans la nature. En proposant des solutions, EcoDrop les éloigne de cette tentation du dépôt sauvage en proposant des solutions qui sont tracées, qui vont dans les bonnes filières. Donc c'est un enjeu. Oui, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, on peut imaginer un artisan ou un particulier qui jette ses déchets honteusement au bord d'une route, sans forcément être informé et savoir que ça peut potentiellement lui rapporter même de l'argent. Ça a de la valeur. Est-ce qu'on en est là? On est loin d'en être là. Tout ce qui est valorisable en termes financiers, c'est-à-dire ce sont les métaux. C'est-à-dire que si on va les mettre au bon endroit, on est payé pour les déposer. Le reste des matériaux, on doit payer pour s'en défaire. Aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes prix qu'on amène sur un site du plâtre trié ou des déchets mélangés, et c'est ce qui va changer. Il y a une nouvelle loi qui est sortie le 10 février 2020 qui s'appelle la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, et qui va transformer un petit peu le marché, et certains déchets triés vont devoir être acceptés gratuitement en déchetterie, justement pour faire une vraie différence et inciter les artisans à trier leurs déchets pour ne pas avoir à dépenser d'argent pour les poser. Donc c'est plus l'inverse en fait, c'est que traditionnellement si on emmène des déchets mélangés, on va payer beaucoup, peut-être un peu moins si c'est trié. L'objectif c'est que ce soit à zéro pour pouvoir compenser l'effort du tri sur chantier, du transport sélectif, etc. Alors il y a une autre dimension, c'est la dimension sociale, le recyclage et votre action, alors je parle du secteur, ça crée de l'emploi. Oui, bien sûr. On dit que sur 10 000 tonnes de déchets mis en décharge, c'est un emploi, alors que quand c'est recyclé, c'est 30 emplois. Donc, c'est extrêmement important. Et puis, c'est des emplois qui peuvent être des emplois de réinsertion, etc. Nous, on travaille notamment avec l'entreprise Ares, qui est une entreprise de réinsertion, et c'est extrêmement intéressant du point de vue de l'emploi. Donc, c'est pour ça aussi, et pour des enjeux écologiques et pour des enjeux sociaux, que le gouvernement devient beaucoup plus incitatif. Vous avez été primé par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Pourquoi? À quel titre? Le projet dont je vous parle ici, c'est ce premier projet de répondre à l'enjeu des décharges sauvages. Parce qu'avant qu'on arrive avec ces solutions-là, il y a peu, voire pas trop de solutions qui étaient adaptées à cette cible des 500 000 artisans, puisqu'il n'y avait pas de flux diffus qui était organisé. Donc déjà, on a apporté cette solution-là. Ils nous ont suivis dès le lancement de l'activité, tout début fin 2016. Et puis la deuxième fois, ça a été un projet technologique dont je ne peux pas trop parler aujourd'hui, mais qui va permettre d'accompagner justement les artisans à mieux trier sur chantier pour emmener dans les filières de recyclage gratuitement. Et donc on prépare la
nouvelle loi. Voilà. La bienvenue pour parler de ce procédé. Merci beaucoup, merci Marie Combarieux. Bon vent à Ecodrop. Tout de suite, on débat dans Smart Impact autour de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Comment faire progresser l'égalité salariale entre les femmes et les hommes? C'est le thème de notre débat avec Morgane Lyon, fondatrice d'EqualiWork. Bonjour, bienvenue. Et Marie Donzel, bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice associée chez Alternego, cabinet de conseil. Peut-être un mot d'EqualiWork pour commencer. C'est une plateforme qui est destinée aux salariés, hommes et femmes, un lieu de quoi? De témoignage, de notation, comment vous le définissez? Oui, alors exactement. Oui, alors déjà, merci beaucoup de me recevoir. Donc effectivement, EqualiWork, c'est une plateforme sur laquelle on invite les salariés, en particulier les femmes et les personnes qui sont issues de groupes minoritaires, à venir donner leur avis, témoigner sur leur expérience sur un employeur, sur les critères d'égalité, diversité, inclusion, formes de discrimination qui ont pu être vécues sur le lieu de travail. Donc on relève effectivement principalement un critère qui est: est-ce que vous avez déjà été témoin ou victime de cette forme de discrimination? Puis on a toute une liste. Et la particularité, c'est qu'ensuite, on va croiser ces informations-là avec les profils sociologiques des répondants, c'est-à-dire leur âge, donc bien sûr leur genre, mais leur âge, est-ce que les personnes ont une forme de handicap, quelle est leur ethnie perçue, etc. Ce qui va permettre de pouvoir tirer des enseignements, des statistiques qui non seulement concernent les femmes et les minorités, mais qui en plus de ça vont pouvoir être croisées et donc donner ce qu'on appelle des statistiques intersectionnelles. Et vous en faites quoi après dans la relation avec les entreprises? C'est ça qui m'intéresse aussi. Alors, la première chose, c'est qu'on en fait des campagnes de communication pour porter l'attention déjà sur le besoin justement de produire ce genre de statistiques intersectionnelles, qui est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup en France et en Europe à cause d'une réglementation qui est assez stricte en la matière. Donc, la première chose, c'est de porter l'attention du public dessus. Et effectivement, ensuite, c'est de pouvoir tirer des enseignements par secteur, par région, par entreprise, pour pouvoir alerter sur des signaux faibles qui n'auraient peut-être pas été entendus par les DRH ou les responsables diversité. Alors, il y a des outils pour faire progresser l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, notamment cet index de l'égalité professionnelle qui a été mis en place depuis 2018. Les entreprises de plus de 50 salariés qui doivent publier cet index. Comment il fonctionne, Marie Donzel? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors, ça a changé, que ça a énormément simplifié un outil qu'on avait déjà depuis 1983 dans l'ensemble du corps législatif qui avait été mis en place par Yvette Roudy, qui était le rapport de situation comparée, qui était perçu comme étant quelque chose d'assez lourd pour les entreprises, parce que voilà, ce rapport devait mélanger beaucoup d'indicateurs. Et là, il y a deux choses. D'une part, il est assez simple et facile de collecter la donnée pour les entreprises. De surcroît, il est quand même associé à, je dirais, un petit bâton qui est le fait d'avoir une amende. Bon, alors même si l'amende est d'1% de la masse salariale, ce qui n'est pas une très grosse amende, mais il y a un petit bâton. Et puis il y a une carotte qui est le fait qu'il est quand même très porté par le gouvernement, par les médias, etc. et qui permet aux entreprises de beaucoup communiquer dessus. Oui, c'est la marque employeur qui peut en bénéficier. Et la fierté des salariés aussi. Évidemment. Donc on est sur un index de 100 points. Je vais juste détailler les critères. Écart de rémunération femmes-hommes, c'est 40 points. Écart de répartition des augmentations annuelles, c'est 20 points. Écart de répartition des promotions, 15 points. Nombre de salariés augmentés à leur retour de congé maternité, 15 points. Et puis la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise, c'est 10 points. Est-ce qu'il a permis cet index, alors ça fait 3 ans, enfin à peine, de réduire les différences et d'améliorer la situation? Malheureusement, je crois. Non, malheureusement, non. Alors, on est aussi dans un contexte qui rend les choses un peu plus difficiles à évaluer. Pour l'heure, il n'a pas encore complètement permis de réduire, notamment ce fichu écart inexpliqué, constitué autour de 9-10% d'écart discriminatoire. Là où on a à 17% en équivalent temps plein et on va monter jusqu'à 25% en écart de rémunération brute. En revanche, il a véritablement sensibilisé et aidé à structurer des politiques d'égalité professionnelle dans les entreprises. Et il a fait tomber des tabous. Il y a un tabou, par exemple, qui était le budget de rattrapage des écarts salariaux.
Moi, je le voyais dans des entreprises très innovantes, très, très volontaires, il y a 5-6 ans. Et c'était, oui, vraiment un tabou. Même, on se demandait si c'était pas de la discrimination positive, est-ce que ça n'allait pas entamer les primes, les bonus, etc. Et comme maintenant, il est intégré, associé à l'index Pénico, c'est plus un tabou. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas compliant, excusez-moi, je ne trouve pas le mot en français, si vous n'êtes pas conforme, eh vous devez dégager un budget de rattrapage salarial et on n'en parle plus. Et ça, c'est des choses qui... Ça règle la question. On a déjà débattu sur ce plateau de la parité dans les CODIR et dans les COMEX. Les entreprises plus paritaires dans leur gouvernance, est-ce que vous avez des données là-dessus? Est-ce qu'elles sont moins inégalitaires en matière de salaire? Alors, les entreprises qui ont une plus grande parité dans leurs instances de direction, un point qui demeure important à souligner, c'est qu'elles génèrent plus de revenus. Oui, elles sont plus efficaces. Elles sont plus performantes. On en avait débattu ici. Maintenant, sur est-ce que ça a des répercussions sur le reste de la structure de l'entreprise? Et notamment sur la question salariale. Alors, ce n'est pas forcément établi. Le fait d'avoir plus de femmes en poste de direction ne se répercute pas forcément sur le reste de la hiérarchie, seulement parce qu'il reste encore un certain nombre de biais qui affectent les femmes, notamment la peur de se démarquer par rapport au reste du groupe. Et donc, il y a un petit peu cet effet de reine des abeilles qui peut parfois avoir lieu et qui, finalement, fait que les femmes... alors, ça reste des exemples, mais il n'y a pas forcément les actions correctives les plus pertinentes qui sont mises en place. Si vous deviez proposer l'une et l'autre un outil, un levier d'amélioration, vous diriez quoi? Morgane Lyon, pour commencer. Alors, à mon sens, le premier outil, ça serait de revenir à la définition même de ce que c'est que l'égalité salariale. Parce qu'on a tendance à penser que l'égalité salariale, ça veut dire le même salaire pour le même travail. La réalité, c'est que c'est pas ça. L'égalité salariale, ça veut dire le même salaire pour un travail de valeur égale. Et là, ça change tout. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des métiers qui sont plus féminisés, des métiers qui sont plus masculinisés. Ça pose un vrai souci parce que les corps de métiers qui ont tendance à être investis par les femmes tirent les salaires vers le bas. Ça a été le cas, par exemple, lorsque les femmes ont investi le secteur de la biologie, les salaires ont perdu 18%. Inversement, lorsque les hommes investissent des métiers, les salaires sont tirés vers le haut. L'exemple le plus frappant, bien sûr, c'est tous les métiers de l'informatique. Et donc, il y a une vraie nécessité à réévaluer la valeur du travail et pouvoir comparer des métiers qui vont être effectués plutôt par des femmes à des métiers plutôt effectués par des hommes, mais qui en sont la même valeur. Donc il y a plein de travaux qui ont été menés dessus, et c'est un peu compliqué, mais il y a 4 critères principaux qui Alors là, on ne va pas avoir le temps de les déployer, parce que je vois le temps qui file. Pardon de vous interrompre, mais je préfère vous laisser quand même un peu de temps à Marie Donzel pour votre option, votre solution, votre levier. Je vais compléter quand même ce que dit Morgane Lyon, qui est extrêmement intéressant, qui est déjà, il faut peut-être aussi arrêter de parler de salaire, mais parler de rémunération, parce qu'on voit que ce qui fait la différence la plus globale, ce n'est pas tant le salaire fixe, mais que ça se joue sur les primes, sur les bonus, sur les promotions, etc. Donc il faut parler rémunération globale. Mais moi, en revanche, je suis un petit peu radicale sur si j'avais un levier. Et je pense que c'est un levier qui va au-delà de la seule égalité entre les femmes et les hommes. Je suis très favorable à la transparence salariale. Pas seulement la transparence des grilles, mais je ne vois pas pourquoi il est encore complètement tabou de ne pas dire combien on gagne, combien qui gagne, sachant que pour avoir mené... Vous luttez contre la culture française. Je lutte contre la culture française. Ce rapport schizophrénique à l'argent qu'on a. Tout à fait. Il n'empêche que moi, on me racontait depuis des années que les femmes ne négociaient pas leur salaire, qu'elles étaient timides, etc. J'ai mené une expérience pilote dans une équipe, dans une entreprise, avec la transparence salariale. Et je vous assure que les femmes qui se sont rendues compte que le voisin d'à côté qui bossait ni mieux ni moins bien gagnait 10, 15, 20% et qu'il se positionnait mieux sur les primes, elles n'ont pas été timides pour aller voir le DRH. J'espère bien, elles sont allées négocier. Donc je crois beaucoup à la transparence salariale. Bon,
Je vais terminer avec quand même une nouvelle un peu optimiste, c'est ce baromètre de l'égalité hommes-femmes, ça va au-delà des rémunérations dans les plus grandes entreprises qui est publié par le cabinet spécialisé Equilip. Alors ils ont été sondés, testés 3700 entreprises avec une capitalisation boursière de plus de 2 milliards de dollars. Figurez-vous que la France arrive en tête ça donne 27 pays concernés pour les 3700 entreprises. La France arrive en tête des 27 pays concernés. Et il y a 3 entreprises françaises parmi les 10 premières, L'Oréal, Kering et Orange. Voilà, merci à toutes les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Ideas avec une Miss Écologie à vous présenter. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Une Miss Écologie, le concept peut sembler surprenant. Il a été initié par l'ONU. La grande finale internationale aura lieu fin mars en Égypte. Une Française y participera, c'est Anissa Malaguen avec nous en visioconférence. Bonjour, vous avez remporté le concours organisé sur l'île de la Réunion. Quelles étaient les épreuves ? Il fallait défiler comme dans les concours de Miss, entre autres. Alors bonjour, alors il y avait effectivement toute la partie un peu divertissante Miss dont on connaît l'existence, mais il y avait toute une partie entrepreneuriale avec un projet à mener, un projet écologique qu'on devait mettre en place pendant les 6 mois de notre aventure et qu'on devait présenter sous forme de dossier rendu en amont de l'élection et qu'on devait présenter le soir de la finale avec des questions que le jury nous posait. Donc il y avait cette dimension écologique. C'était quoi votre projet qui finalement là, vous a permis de l'emporter ? Exactement. Alors mon projet, c'est donc l'implantation du bioplastique parce que issu de ressources renouvelables, notamment ici de la bagasse. Donc voilà un petit échantillon, ma gourde en bagasse. Et l'intérêt en fait de ce projet, à mon sens, c'était que ce bioplastique est biodégradable et compostable. Donc ça répond vraiment à un besoin qui est convergent avec la plupart des territoires de nos jours. Le fait que le recyclage n'est pas efficient et que nos centres d'enfouissement arrivent à saturation. Donc pour le cas de la Réunion, c'était vraiment un très très beau projet et qui a été possible grâce à mon parrain, donc la société qui effectue ce bioplastique, c'est Lys Packaging, et c'est grâce à eux que j'ai pu mettre en place ce projet à la Réunion et j'espère qu'il se développera amplement. Alors justement, on va parler du développement. D'un mot, vous me direz en début de réponse ce qu'est la bagasse, parce que j'imagine que c'est une plante locale, j'avoue, je la connais pas. Qu'est-ce que ça va changer d'être lauréate justement pour ce projet ? Est-ce que vous savez déjà comment il va se développer à l'avenir ? Alors, dans un premier temps, la bagasse, donc c'est le résidu fibreux de la canne à sucre. Et nous, à La Réunion, on est forcément terre de canne à sucre. Donc, l'idée, ce serait qu'à terme, on puisse instaurer la matière première ici et surtout créer une unité de production pour éviter les importations de matières premières de la métropole. Et dans un deuxième temps, d'être lauréate, je pense que ça a plusieurs vocations. Déjà, dans un premier temps, c'est toute la force de la femme que je peux représenter par ce titre. C'est-à-dire que peu importe son âge, on peut porter un projet. On est certes jeune, mais toutes les candidates, au même titre que moi, avons porté un projet et on continuera à le porter. C'est pas que moi qui a cette opportunité-là, c'est toutes les 11 autres candidates. Et c'est aussi avoir une voix, prouver qu'on est la génération future et on est responsable, on en a conscience. Et j'espère vraiment sensibiliser la population réunionnaise au mieux et leur donner envie de passer à l'action également, comme on a pu le faire durant cette aventure. Alors il y a plusieurs associations féministes qui sont un peu vent debout là, depuis des semaines contre les concours de Miss. Ça peut sembler particulier de devoir faire défiler des jeunes femmes en maillot de bain pour pouvoir promouvoir l'écologie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que de toute façon, la femme, le féminisme, c'est la liberté de la femme, c'est son émancipation sous toutes les formes qu'elle souhaite. Et c'est ça qui est beau dans le féminisme. Donc, c'est pas instaurer une image à respecter absolument à 100%. C'est juste faire ce qu'on veut, de façon libre. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Alors certes, il y a effectivement cette dimension où on doit défiler, mais c'est justement pour attirer l'intérêt de tous, puisque souvent on entend dire que l'écologie c'est quelque chose qui n'est pas accessible, qui n'est pas compréhensible de tous. Alors ici, avec une élection qui donc a une portée divertissante et un peu ludique, on arrive à faire passer des messages plus facilement et c'est ça que je trouve beau en fait dans l'idée. Je trouve ça même très intéressant et très original d'avoir mis la beauté au service de l'écologie.
D'un mot, alors il nous faudrait 3 émissions ou 5 pour en parler, mais La Réunion, c'est un écosystème qui est rare, qui est magnifique. Est-ce qu'il est menacé par la pollution ? Absolument. Comme je vous disais au début de mon intervention, nos centres d'enfouissement arrivent à saturation. On a donc ce problème de diffusion de toxicité dans les sols qui nous touche directement et qui impacte notre faune et notre flore qui est si unique. On a tellement d'espèces endémiques, Et c'était pour moi une façon vraiment de protéger mon île qui me tient tant à cœur. Et vraiment, on est un exemple de diversité écologique, de diversité culturelle, de diversité en termes de biodiversité. Vraiment, plus on fera d'action, plus on passera à l'action et mieux ce sera. Et c'est vraiment ça que je voulais prôner par le biais de cette élection et de mon projet. Merci beaucoup. Bravo, Anissa Malagouen. On vous dit... M, le mot de Cambronne pour le concours international à la fin de ce mois en Égypte. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis rendez-vous demain, 9h midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux.